Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Jusqu'à la fin du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés au patient, à sa fin de vie, aux médecins qui le soignent et comment la loi lui permet d'exprimer sa volonté, etc. Mais la fin de vie d'une personne touche aussi ses proches. Bien évidemment, cela va avoir un impact sur le plan affectif et émotionnel, mais pas seulement. Une personne en fin de vie, c'est une personne qu'il va falloir accompagner dans la gestion de certains symptômes physiques ou psychologiques, dans des démarches administratives ou dans la réalisation de gestes de la vie quotidienne. C'est pour rendre compte de ces situations complexes que la notion de proche aidant a vu le jour. Mais alors, qu'est-ce qu'un proche aidant ? Pourquoi est-il important de les identifier ? Et surtout, comment accompagner ces proches qui cheminent eux aussi aux côtés de la personne en fin de vie ? Pour répondre à ces questions, j'ai contacté Gwenaëlle Tual. Elle est la présidente de l'Association française des aidants, une association qui depuis sa création en 2003 écoute, aide et porte la parole des proches aidants auprès des pouvoirs publics. Je commence par lui demander une définition de ce qu'est un proche aidant. Ce sont des citoyens qui sont proches d'eux, qui se sentent proches d'eux, en tant que conjoints, en tant que parents, grands-parents, petits-enfants, amis, voisins, avant d'être dans un rôle d'aidant. La personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, alors partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Et cette aide régulière, elle peut prendre plusieurs formes. Alors, par exemple, les soins, les démarches administratives, la coordination, la vigilance permanente, le soutien psychologique, la communication, etc. Dans cette définition, on peut retenir plusieurs éléments clés. Le premier, c'est le fait de se sentir proche. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des liens spécifiques avec la personne malade. Un voisin, un ami peut être proche aidant. Autre élément qu'il faut souligner, c'est le côté non professionnel. Même si elle ou il peut coordonner des soins, le proche n'a pas vocation à se substituer à l'accompagnement médical. Je demande à Madame Tual de décrire quels sont les proches aidants qu'elle rencontre à travers son association. Donc ça peut être, une personne, qui accompagne un conjoint souffrant d'un cancer hospitalisé à domicile. Ça peut encore être une personne qui est en situation monoparentale, qui a plusieurs enfants, dont un enfant malade qui nécessite des soins quotidiens, qui est fréquemment hospitalisé et qui, en même temps, accompagne un parent âgé en situation de handicap à plusieurs centaines de kilomètres, de chez elle, et dont elle coordonne les démarches administratives du quotidien. Ça peut encore être une personne qui est à la retraite et dont le voisin âgé, par exemple, souffre par exemple de la maladie d'Alzheimer et chez qui elle passe chaque soir et chaque week-end. Donc, nous pouvons tous être concernés. Et c'est un moment de la vie, d'ailleurs parfois plusieurs fois en même temps, mais tous concernés, les 66-67 millions de citoyens en France. Gwenaëlle Tual partage avec moi quelques chiffres qui soulignent cette réalité. On compte en France environ 9 millions d'aidants, dont près de 2 millions sont dans des situations très complexes, c'est-à-dire avec un nombre d'heures d'accompagnement par jour très important, parfois en s'occupant de 2 personnes ou plus. Selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques datant de 2023, 60% des aidants sont en activité professionnelle. Et parmi eux, on dénombre 58% de femmes. 74% d'entre eux se disent satisfaits de leur rôle par l'utilité qu'ils apportent à leurs proches. Mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des professionnels. Cette nouvelle relation s'inscrit dans l'investissement informel que le proche a envers la personne malade. Il y a une forme de bascule qui s'opère, qui peut s'opérer, qui n'est pas systématique, hein, au demeurant, mais dans nombre de situations, elle s'opère et c'est où on sent que justement, on bascule de la place du proche à un rôle d'aidant où, on sent, on ressent, on fait le constat qu'on réalise un certain nombre de gestes qui sont ceux de professionnels et que ça vient, comme manger tout l'espace relationnel entre nous et la personne accompagnée. On comprend alors tout l'enjeu de la définition du terme de proche aidant et de la reconnaissance progressive de son rôle parmi les dispositifs encadrant la fin de vie. Il s'agit d'aider ces aidants à préserver leur relation de proche de la personne qu'ils accompagnent, mais aussi de les aider à conserver leur place au sein de la société, au travail, en famille, etc. Autrement dit, que le rôle d'aidant ne prenne pas entièrement le pas sur la relation et le reste de leur vie. Ça a des effets sur votre propre santé, psychique, physique,
qui amène aussi à des reports de soins parce qu'il y a cette tendance à privilégier d'abord l'organisation des soins pour la personne accompagnée et des effets également sur la vie professionnelle et notamment l'articulation en fait entre une vie professionnelle et peut-être des allers-retours dans des établissements de santé, dans le fait aussi de continuer une activité en ayant cette vigilance constante à l'esprit, etc. Madame Tual me donne même un exemple concret de cette tension entre prendre soin de l'autre et de faire attention à soi. Une tension qui peut être majorée par la culpabilité générée par des petites phrases du quotidien comme « Après tout ce qu'elle a fait pour toi, tu te dois bien de l'aider » ou encore « Après tout, c'est votre enfant » et qui, d'un autre côté, rentre en conflit avec ces injonctions à prendre soin de soi. Tu parais fatigué, tu devrais te reposer. Franchement, tu devrais te faire aider. Une tension entre d'une part la volonté d'être davantage auprès d'une personne dont les heures sont comptées et de l'autre, celle de poursuivre sa vie. Il y a une urgence qui est une urgence ressentie de la situation palliative, hein, aussi de la peur, et qu'il y a de la culpabilité de laisser la personne accompagnée seule ou être accompagnée par d'autres, et que dans ce rapport au temps, dans cette situation-là, dans cette temporalité-là, le rapport au temps est souvent un manque de temps. Et que donc, c'est à nous, hein, collectivement, de faire en sorte que les proches aidants se sentent, parce qu'ils le sont, et se sentent légitimes pour demander de l'aide. Il existe donc des dispositifs légaux pour permettre d'accompagner ses proches, notamment le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale. Tous permettent de suspendre l'activité professionnelle sur une période donnée. On peut activer une allocation journalière auxquelles peuvent s'ajouter, en fonction des structures, des partenariats avec des assurances, des prévoyances. Il y a également de nombreux acteurs associatifs comme l'Association française des aidants, présidée par Madame Tual. Mais pour tous, un enjeu subsiste, faciliter et accompagner l'accès à ces aides. Les proches aidants nous disent notamment que tout ce qui relève des tâches de l'ordre administratif, hein, eh bien, cette lourdeur de ces tâches-là vient se surajouter à cette urgence ressentie, à cette culpabilité, aussi à cette peur. Et c'est là où collectivement, c'est aussi de notre responsabilité dans le message, ou dans les messages que nous leur adressons, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent tout à la fois s'autoriser, se penser comme légitimes, parce que, et j'en reviens, des citoyens à part entière qui ont leur place. Et cette question de la légitimité se pose aussi sur le plan de la santé. Comment valoriser la connaissance issue des actes du quotidien qui sont pratiqués par les proches auprès des professionnels de soins? Donc, on a des démarches en santé qui, de ce point de vue-là, cheminent plus vers des approches de partenariat en santé où les proches aidants sont reconnus comme des personnes capables, avec des savoirs expérientiels qui ont de la valeur, qui sont complémentaires à ceux des professionnels, et vraiment dans une vision de partenaire. Dans cet épisode, nous nous sommes plongés dans le quotidien des proches aidants qui accompagnent une personne en fin de vie. Comment vivent-ils cette expérience? Quels sont leurs besoins et quels sont leurs droits? Nous avons découvert à quel point il est essentiel de reconnaître leur rôle, non seulement pour leur offrir un meilleur soutien, mais aussi pour faciliter leur expérience auprès de la personne malade. Un grand merci à Gwenaëlle Tual qui nous a éclairés sur les avancées en la matière, mais aussi sur les défis qu'il reste à relever. Je lui laisse le mot de la fin. Les proches aidants sont reconnus. Ce n'est pas encore le cas partout, raison pour laquelle nous continuons de militer, raison pour laquelle nous continuons à former
heu, les professionnels, des secteurs, sanitaires, médico-sociaux, sociaux, également, des collectivités, territoriales et raison pour laquelle, nous continuons à agir en proposant, des choses, et des dispositifs très concrets sur le terrain. Ça fait partie de notre ADN en tout cas et de notre action quotidienne.